C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Politis, et David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue Hémicycle. Bonjour à tous les deux. Bonjour, et je vais vous demander vos unes respectives, David. Eh bien, Hémicycle. toujours Refaire Nation, toujours avec une une qui arrivera Oui, c'est parce bientôt. que c'est un trimestriel. Trimestriel, une qui arrivera bientôt la semaine prochaine, normalement, sur les élections européennes, et une très belle une que je vous ferai découvrir avec grand plaisir. Et très bien. Pierre, Politis. Et la une de cette semaine, on est à Gaza. On revient sur la situation des enfants, notamment dans la bande de Gaza Ouais. et en Cisjordanie. Très bien, merci. Hier, l'Assemblée nationale donc, a débattu de la guerre en Ukraine. À l'issue d'un vote, les députés devaient se prononcer sur l'accord de sécurité signé entre la France et l'Ukraine. Mais en fonction des positions des uns et des autres, le débat s'est déporté sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Était-ce un rendez-vous manqué ? Avec un hémicycle un peu vide quand même. Hémicycle un peu vide, mais en réalité, tout s'est passé un petit peu comme prévu. Je crois que c'est une clarification, c'est celle que voulait le président. Je ne dirais pas que c'est un succès, parce que en réalité, et on va en parler, je crois qu'il s'agit surtout d'une opération politique, voire électorale en vue des européennes. Vous pensez vraiment qu'il instrumentalise un si gros sujet parce que grave je pense quand même, qu'il y a une dimension diplomatique et militaire. Il s'agit, comme on l'a vu, quand même de monter un peu en pression par rapport à Vladimir Poutine. Il y a une dimension aussi d'opinion. Il s'agit d'alerter l'opinion sur le véritable risque qui pèse sur l'Europe occidentale avec cette guerre. Mais il y a aussi, il ne faut pas le nier, une dimension politique et électorale. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi, puisque c'est exactement ce qui devait se passer qui s'est passé. C'est-à-dire que on a eu les insoumis et les communistes qui ont voté contre, et le RN qui s'est abstenu. Et en réalité, vous savez, ça fait déjà 2 ou 3 ans que les macronistes expliquent que ils visent une majorité un peu centrale autour du cercle de la raison, et c'est à peu près ce qui s'est passé, puisqu'on a eu les macronistes, les républicains, les socialistes et les écologistes, c'est-à-dire la gauche modérée et la droite modérée. Le raisonnable et le déraisonnable. Voilà, les raisonnables et les déraisonnables. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui ne veut pas dire, on va en parler, que ça va fonctionner dans la campagne qui s'engage, et dans laquelle, quand même, Jordan Bardella, selon le dernier sondage Ipsos, a, si ma mémoire est bonne, 12 points d'avance sur la liste macroniste. C'est bien parce que vous faites la synthèse de tout ce qu'on va raconter, mais c'est très bien, vous faites un bon teasing. Donc Gabriel Attal a expliqué, lui, les enjeux et la nécessité d'aider l'Ukraine, et que ce soutien était déterminant pour la suite, en égrénant bien sûr les risques majeurs si l'Ukraine perdait cette guerre. Mais il a dit à la fin quand même, et là il a fait de la politique, il a visé dans son discours ceux qui ne prenaient pas le bon chemin. Je vous propose de l'écouter, Pierre, et vous répondez. Voter contre, c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. Je le dis également, s'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance. Voilà l'esprit français de résistance contre l'esprit français munichois. Voilà, il visait une fois de plus évidemment le Rassemblement national. Lors de sa prise de parole, Marine Le Pen a dit oui à l'aide à l'Ukraine, mais non sur le reste, c'est-à-dire à l'envoi de troupes et l'entrée dans l'Union européenne. Elle s'est abstenue. Vous l'écoutez et on en reparle. Et vous nous faites la synthèse. Vous parez du lin blanc du camp du bien et rejeter l'ensemble des oppositions et donc des millions de Français qu'elles représentent dans le camp du mal, dans un choix indigne que vous semblez vouloir imposer. Soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Voilà Pierre, est-ce qu'elle est tombée dans le piège et était-ce habile de dire, dans le fond, quand on est pro-Macron, on vote oui, sinon on est pro-Poutine. Est-ce que cet argument tient la route? Ou alors elle est tombée les 2 pieds dans le piège? Je trouve qu'il n'est pas possible d'avoir une lecture de c'est raisonnable ou c'est déraisonnable, on est du camp de Poutine ou on est du camp de Macron. Franchement, moi, hier... Oui, voilà, c'est ça. J'aurais été... Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, peut-être, si vous voulez, je suis d'accord avec Marine Le Pen, je ne le crois pas. En tout cas, je trouve que d'abord... On ne peut pas vous suspecter de ça. Non, mais le problème de Marine Le Pen, c'est qu'il y a le discours de Marine Le Pen hier, il y a le discours qu'on entend au Parlement européen depuis des années. Hein. Donc, c'est pas les mêmes discours. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Exemple.
Exemple, typiquement hier, par exemple, le Premier ministre a été très applaudi quand il a fait l'hommage à Navalny. J'ai cru voir Marine Le Pen se lever et applaudir. Lorsque, au Parlement européen, il y a eu un hommage qui a été rendu, Jordan Bardella était assis, il était un des rares à ne pas se lever et à ne pas applaudir. Voilà le double discours permanent entre quel signe on envoie à la Russie de Poutine, parce qu'il ne faut pas trop se fâcher avec Vladimir Poutine, et en même temps, comment on essaie de faire comprendre, y compris en France, qu'on est du côté de ceux qui se sont fait attaquer, de ceux qui subissent l'invasion de Poutine. Donc c'est cette ambiguïté-là aujourd'hui qu'il y a du côté de Marine Le Pen. Donc non, je ne suis évidemment pas d'accord avec Marine Le Pen. En revanche, je vous dis très franchement et avec beaucoup d'humilité, j'aurais été parlementaire hier, j'aurais été bien emmerdé, parce que franchement, le problème on sait ce qu'il y avait dans cet accord. Il suffisait de répondre à cet accord. Je ne sais pas, en fait. 3 milliards sur Roselyne, 10 ans. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'instrumentalisation. Moi, s'il y a eu une instrumentalisation, elle est utile. Moi, je la trouve utile, y compris si c'est Emmanuel Macron qui a voulu instrumentaliser les oppositions. Parce qu'il y a un débat qui va s'ouvrir et qui s'ouvre déjà, qui est celui des européennes. Et si c'est une instrumentalisation politique, c'est pas grave, parce que ça nécessite et ça oblige les uns et les autres à se positionner. Mais la difficulté d'un positionnement comme celui qu'on a eu à faire hier par les oppositions, je le trouvais extrêmement compliqué, parce que, vous voyez, y compris le discours de Boris Vallaud, le patron des socialistes, je l'ai trouvé très bon, et à la fin il chute en disant « tout cela ne peut être possible que si il n'y a pas de propositions qui vont dans le sens où il faut envoyer les troupes au sol, que s'il n'y a pas de jusqu'au boutisme de Macron de va en guerre ». Mais ce n'est pas des petites réserves, et pourtant il appelle à voter pour. Oui. Et dans le même temps, vous avez Marine Le Pen qui dit plein soutien à l'Ukraine, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'abstient. Mais si c'est plein soutien à l'Ukraine, vous votez le programme qui était celui d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper compliqué, et c'est d'autant plus compliqué qu'Emmanuel Macron a apporté dans les dernières semaines, un caractère très anxiogène de « on a le sentiment que Macron nous emmène dans la guerre ». Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, et c'est ça qui m'emmerde de cette expression, c'est que, y compris si je préférais qu'Emmanuel Macron ait raison sur le moment, j'ai peur que dans la tête des Français, on se dise « tiens, il y en a un qui est va-t-en-guerre, et l'autre qui n'est pas va-t-en-guerre, c'est Marine Le Pen qui appelle à la paix ». Et c'est ça l'ambiguïté du débat politique. Et c'est là où le piège peut aussi se refermer sur Emmanuel Macron. Mais ce que j'ai envie de savoir, David, c'est s'abstenir lorsqu'on prétend être chef d'État. Gouverner, c'est aussi choisir. Elle ne se présente pas en Suisse. Et être aussi neutre que le gouvernement helvétique, est-ce que ça ne pose pas un problème de posture, de courage et de netteté ? Moi, je crois que pour une fois, et je suis hélas obligé de le dire, Marine Le Pen, ces derniers mois, a plutôt tactiquement bien joué les coups à l'Assemblée nationale. On l'a vu évidemment sur la loi immigration, mais pour une fois, Marine Le Pen est tombée dans le piège d'Emmanuel Macron. C'était un peu, vous avez raison, vous parlez de la Suisse, c'était un peu le en même temps de Marine Le Pen, qui a dû défendre à la fois le soutien à la résistance ukrainienne contre l'agression russe, mais refusant de voter. Et c'est précisément le panneau et le traquenard que lui avaient tendu les macronistes, elle est tombée dedans. Expliquez-moi pourquoi Marine Le Pen n'a pas voté. Ça aurait été tactiquement infiniment mieux joué que de s'abstenir. Pourquoi elle n'a pas voté ce texte qui en réalité est purement symbolique, ne pose aucun problème et ne fait qu'avaliser finalement une situation qui existe déjà, c'est-à-dire cette aide et laisser planer cette ambiguïté. Et laisser planer cette ambiguïté. Mais là où je rejoins Pierre, c'est qu'évidemment Marine Le Pen, on le sait, depuis des mois, depuis des années, il y a pour euphémiser, une bienveillance et pour être plus près de la réalité, une fascination pour le nationalisme ultra-conservateur, impérialiste de Vladimir Poutine, pour ce régime effectivement autoritaire, illibéral. Il y a une véritable fascination. On a vu il y a quelques années, elle allait chercher l'adoubement de Vladimir Poutine. Elle est allée chercher, enfin le Front National puis le Rassemblement National est allé chercher des financements auprès des banques russes. Donc effectivement, elle est très embêtée. Et là-dessus, je trouve qu'elle est tombée dans le piège. Mais encore une fois, j'en reviens à mon point de départ. Vous avez vu ce meeting de Renaissance, de lancement de campagne ce week-end, où les orateurs se sont succédés avec les mêmes arguments, tapant sur les liens avec la Russie systématiquement. C'est très bien, c'est vrai, on le voit, vous avez raison, Pierre, Jordan Bardella. Il suffit d'examiner ses votes au Parlement européen pour voir à quel point le Rassemblement national fait preuve de bienveillance, pour ne pas dire plus, à l'égard de la Russie. Mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que les électeurs français ont les ça hésitants en tête ? peut-être. Voilà, c'est une vraie question. Moi, je ne suis pas du tout certain que ça fonctionne dans les urnes. Oui, alors quand même,
on va dire un mot des Insoumis. Bon, là, rien de nouveau. No news, comme on dit dans le journalisme. No picture, no news. Hein. Voilà. La posture de LFI, elle est sur les non-alignés. On n'est pas tourné vers l'Alliance Atlantique et avec comme ligne de mire Washington, capitale du mal. Hein. Emmanuel Bompard et LFI, notamment, croient encore à l'efficacité de la discussion, de la diplomatie. Est-ce que ce n'est pas un rêve inaccessible, voire naïf, illusoire ? Écoutez, moi je trouve qu'au moins la position de la France insoumise, qu'on la partage ou on ne la partage pas, elle a le mérite de la cohérence. C'est-à-dire que depuis toujours, ils sont pour la sortie de la France de l'OTAN et donc ils sont contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et encore a fortiori l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc c'est au nom justement de ces principes-là sur vous savez, l'accord qui a été signé, enfin qui a été adopté hier par le Parlement, mais qui était déjà signé depuis le 16 septembre entre la France et l'Ukraine, il engage la France sur 10 ans. Donc les 10 ans en tout cas 10 ans qui nous séparent de la possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc la position de la France insoumise, elle associe de cohérent. Je trouve en revanche que si vous voulez, la question du pacifisme qui a toujours animé la gauche, elle se heurte à un point, c'est qu'aujourd'hui, la démonstration qui est celle d'Emmanuel Macron, c'est qu'il faut tenir fermement face, en tout cas c'est ce que je crois, face à Vladimir Poutine. Et je pense que c'est le sens du texte qui a été présenté hier, ou en tout cas de l'accord qui est présenté. Et dans le même temps, vous avez la France insoumise qui vous dit la paix ne peut passer que si vous réussissez à réunir l'Ukraine et la Russie. Mais pour faire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Ukraine doit s'asseoir sur les 1/5 de son territoire ? C'est ça la fin de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est ce bout-là d'Ukraine. On sait déjà que la Moldavie est dans le giron, la Géorgie est déjà dans le giron dans le paysage de Poutine, que un bout de Moldavie commence déjà à être pris par la Russie de Poutine. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je dis pas c'est bien, c'est pas bien, je sais pas si c'est raisonnable, déraisonnable. En tout cas, ce que je sais et ce que je crois être le plus important, c'est que la voix de la France ne porte plus et que la question de la diplomatie, là vous me posiez la question, savoir si c'est pas naïf. Oui, c'est naïf parce que la diplomatie française ne reste rien. Donc là, et vous voyez bien aujourd'hui, les seuls qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire, c'est la Chine ou la Turquie. C'est quand même du délire. C'est ce que propose le Turc Erdogan d'ailleurs. C'est là où ça va se passer sans doute. On verra. Alors, lorsque la tête de liste Renaissance aux Européennes, Valérie Hayé, compare la situation actuelle à celle de Munich en 1938, je vous rappelle, il y avait deux camps qui s'opposaient, celui de l'apaisement et le camp de la guerre qui était, enfin l'apaisement qui était la doctrine, en quelque sorte, la doctrine anglaise suivie par Édouard Daladier, le président du Conseil. Une posture à laquelle, d'ailleurs, Churchill avait répondu « Vous aurez le déshonneur et la guerre ». Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire cette comparaison, sachant que les Russes utilisent les poches russophones, comme Hitler utilisait les Sudètes pour justifier sa guerre en Tchécoslovaquie? Alors l'histoire ne se répète jamais, mais vous avez tout à fait raison. Il y a pose un peu les... Voilà. Il y a quand même une correspondance. On sait que Vladimir Poutine, sa stratégie impérialiste est celle du rapport de force permanent et du coup permanent, du coup de force permanent. Vous avez, je crois, récemment interviewé François Hollande, qui rappelait à quel point ce qui s'est passé en 2013 en Syrie et le fait d'avoir laissé Bachar el-Assad... La fameuse ligne rouge. Voilà, la fameuse ligne rouge qu'on a laissé franchir à Bachar el-Assad avait finalement enhardi Vladimir Poutine, qui est intervenu en Syrie, qui est intervenu en Ukraine, en Crimée, etc. Et le fait de ne pas montrer effectivement des lignes rouges et des rapports de force face à un impérialiste forcené tel que Poutine laisse les mains libres. C'est pour ça que, par rapport au débat précédent sur la gauche, je trouve que OK, on prend l'anti-impérialisme américain, le fait qu'à gauche, au Parti communiste, parce que le Parti communiste a voté contre, comme les Insoumis, on aborde l'OTAN, on aborde les États-Unis, et donc ça crée une forme d'ambiguïté. Mais il y a une véritable erreur, parce que là, et on en revient à votre question, je trouve que, oui, cette comparaison est assez raisonnable avec ce qui s'est passé à Munich, avec le 18 juin 40, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'extrait. Il y a un esprit de résistance qui, effectivement, est à invoquer. Ce que je trouve un peu curieux, si je peux me permettre cette petite critique du point de vue de macroniste, c'est qu'il y a 1 an ou 2, souvenez-vous, quand Elisabeth Borne avait rappelé les origines pétainistes du Rassemblement national, c'était tout de suite fait recadrer assez violemment par Emmanuel Macron, qui dit que c'était pas la bonne méthode. Mais là, on s'aperçoit que depuis un mois, avec
avec les élections européennes et la forte avance qu'a Jordan Bardella dans les sondages, on donne à fond dans cette thématique. Édouard Philippe a évoqué Marcel Déat, vous savez, cet ex-socialiste qui était devenu collaborationniste. On a Valérie Ayer, vous l'avez dit, qui rappelle l'esprit de Munich. On a le 18 juin 40 qui est invoqué par Gabriel Attal. Donc voilà, ce qui est un petit peu curieux de la part des macronistes, c'est un bon argument, mais ce qui est un peu curieux, c'est qu'Emmanuel Macron, une fois de plus, a changé de pied, de la même manière qu'il a changé de pied vis-à-vis de Vladimir Poutine, après avoir expliqué qu'il fallait pas humilier la Russie et avoir fait des allers-retours 20 à Moscou. Voilà, c'est plutôt, encore une fois, les zigzags macronistes que je trouve un petit peu irréguliers. Est-ce que Emmanuel Macron se rend compte de ces zigzags ou, dans le fond, notre société médiatique fait qu'on est forcément obligé de faire des raccourcis? On entend Macron dire devant la communauté française à Prague, il ne faut pas être lâche. On l'entend une semaine avant à Paris, devant les leaders européens, se poser la question tout haut de pourquoi pas envoyer des troupes. Et tout ça laisse dans le fond une pensée complexe qui n'a pas eu le temps, en quelque sorte, qui a été mal compris, interprété, surinterprété, etc. Est-ce la raison pour laquelle il parle demain pour, dans le fond, marquer et ces ambiguïtés, enfin, effacer toutes ces ambiguïtés et laisser les autres parler à sa place? En tout cas, j'espère que dans le débat télévisé qu'il va avoir demain, il va avoir un message de clarté vis-à-vis des Français, parce que je pense qu'il a Parce qu'il n'y en a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté. Après, moi, on a vu que la situation a évolué. Sans doute a-t-il été trop naïf, peut-être, au tout début de l'invasion de la Russie en Ukraine sur Vladimir Poutine. Je pense qu'on a encore une forme de naïveté sur les réelles intentions de Vladimir Poutine, y compris d'ailleurs en ne prenant pas au sérieux parfois les menaces qui sont des menaces de cibles nucléaires qui pourraient advenir d'ici quelques semaines. Je trouve que voilà, il y a une forme de naïveté, mais il y a une forme de naïveté aussi, sans doute parce qu'Emmanuel Macron, encore une fois, la diplomatie française a été totalement, elle est mal en point, la diplomatie française. Pardon, je peux pas finir du coup. Non, mais on est un peu pressé par le temps. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci à Fleur Simon, merci à toute l'équipe technique. À très vite.